Très heureux de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a pris sa revanche sur celle du Mali. Battu lors de la dernière édition en finale du tournoi IFOA U17, les Lionceaux ont cette fois-ci vaincu les Aiglons maliens ce lundi en finale au stade annexe Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les détails dans cette édition. Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé SUTSAS a annoncé qu'il observera un mouvement de grève total de 24 heures le 13 novembre prochain pour réclamer la satisfaction d'une plateforme en 3 points. Et puis, ouverture hier lundi à Dakar de la deuxième rencontre de haut niveau des parties prenantes engagées dans la gestion des ressources en eau transfrontalière en Afrique. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Je vous le disais en titre, le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé SUTSAS a annoncé qu'il va observer un mouvement de grève total de 24 heures le mercredi prochain, 13 novembre, pour réclamer la satisfaction d'une plateforme en 3 points. Le comité national exécutif du SUTSAS s'est retrouvé dans les locaux de l'hôpital régional à Thiès pour statuer sur son plan d'action visant la satisfaction des 3 points de sa plateforme revendicative. Farba Ngom, Farba Ibrahima Ndiaye, secrétaire général du SUTSAS, donne plus de détails. Ces propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegei et Ousmane Diallo. Nous nous retrouvons ici à Thiès aujourd'hui pour partager et réfléchir sur un plan d'action suite à une plateforme revendicative que nous avons déposée et depuis maintenant que nous avons même renouvelée parce qu'on l'avait déposée et ça n'a pas changé, comprenant essentiellement 3 points. Et ceci, c'est dû au fait de l'inertie des autorités suite au renouvellement de la plateforme revendicative et suivi d'un dépôt de préavis de grève depuis le 30 août 2024. Le syndicat technicien supérieur de santé sont dans l'obligation de se retrouver aujourd'hui à Thiès pour statuer sur un plan d'action en vue de la satisfaction des points de la plateforme revendicative suivante. Le premier point, c'est en fait l'intégration définitive des techniciens supérieurs de santé dans leur nouveau cœur d'accueil, ceux qui ont déjà fait la formation comme l'avait demandé pour compléter un certain nombre de gaps pour se retrouver, quitter l'hiérarchie B2 et se retrouver à l'hiérarchie A2. Le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans est une nécessité pour le maintien de spécialistes performants à la réduction du gap en ressources humaines de qualité. Les techniciens supérieurs de santé sont une catégorie socio-professionnelle du secteur de la santé composée essentiellement d'infirmiers et de sages-femmes qui, après un exercice professionnel de plus de 4 ans, donc être rompus par la tâche pratique, ont été l'objet d'une sélection rigoureuse par un concours où ils ont obtenu un diplôme d'État dans les différentes spécialités médicales. Ce que nous comptons faire, c'est très clair, ce que la loi nous permet. Nous avons déposé un préavis, nous avons attendu le temps nécessaire pour discuter et dialoguer. Personne n'a voulu discuter et dialoguer. Maintenant, nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dresser, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici. L'ensemble des sous-sections des secrétaires généraux des 14 régions sont ici présents et nous préparons aujourd'hui des actions nettes. Et d'ailleurs, la première action se situe le 13 de ce mois-ci, mercredi le 13 novembre 2024. Nous allons faire une première grève d'avertissement de 24 heures de grève totale. On n'assure ni urgence, rien du tout. On demande à tous les camarades
de respecter rigoureusement le mot d'ordre. Et maintenant, on évaluera et voir. Et encore, vous rappelez simplement que le statut reste toujours ouvert et a toujours privilégié le dialogue et la réflexion globale pour la résolution de l'ensemble des problèmes. À l'instant, c'était donc Farba Ibrahima Ndiaye et non Farba Ngom. Farba Ibrahima Ndiaye est le secrétaire général du CITSAS. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition avec les habitants de la cité Djobas qui étaient dans la rue hier pour fustiger les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Selon eux, le promoteur de cette localité située sur la route de Mbour dans la commune de Noto Djobas n'a pas respecté les clauses établies lors de l'obtention des parcelles à titre d'habitat. Ainsi, il compte mener le combat jusqu'au bout. Le porte-parole du jour, Abdoulaye Dieng, donne plus de détails. Je propose de le suivre au micro de Bintaba et Doudou Dieye. Je suis résident à la cité Djobas et je suis là aujourd'hui pour vous faire part de notre désagrément avec EFT lié à la circulation de l'eau. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui est très difficile. EFT veut nous imposer Aquatec. La question elle est très simple, nous ne voulons pas d'Aquatec. Un point, un trait. Aujourd'hui, par exemple, il y a également beaucoup de problèmes qui ont surgi. Aquatec a été la goutte qui a fait déborder la vase. Comme l'a dit nos grands frères, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de problèmes ici à la cité. Et tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que Aquatec dégage. Un point, un trait. Je pense que c'est tout ce que nous avons à dire aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Je suis résident à la cité Djobas et je suis là aujourd'hui pour faire part de notre désagrément avec... C'était le porte-parole du collectif des habitants de la cité de Djobas qui revenait sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et maintenant, cap dans la capitale sénégalaise Dakar, où s'est tenue hier lundi la deuxième rencontre de niveau des parties prenantes engagées dans la gestion des ressources en eau transfrontalière en Afrique. Après Kampala en Ouganda, le réseau africain des organisations de bassin se réunit du 4 au 5 novembre au Sénégal pour discuter d'un engagement commun à la formulation de la version africaine de l'eau post-2025. Nyokhor Ndour, le secrétaire général de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, revient ici sur l'importance de cette rencontre. Nous avons tous constaté, et comme vous le savez, actuellement ce qui est prôné en termes de gestion, c'est avoir une approche holistique, c'est-à-dire la gestion intégrée des ressources en eau et la coopération autour des eaux transfrontières. Donc, c'est ce qui fait même l'essence du réseau africain d'organismes de bassin. Donc, nous avons invité l'ensemble des organismes de bassin, mais également les communautés économiques régionales, ainsi que d'autres partenaires pour renforcer et mutualiser pour aller de l'avant en termes de gestion des ressources en eau. Kampala a été sanctionné à travers une déclaration, une grande déclaration, et c'est le suivi qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les points que j'ai énumérés tout à l'heure, notamment la vision post-africaine 2025 dont nous allons contribuer, mais également la stratégie décennale. Tous ces points, c'est des points importants pour la gestion des ressources transfrontalières au niveau africain. Et l'idée aujourd'hui, c'est encore s'engager davantage avec une forte déclaration pour aller de l'avant et pousser tous ces engagements qu'on a eu à faire dans le passé. Je rappelle que lors du Forum mondial de l'eau qu'on a organisé à Dakar, le 9e Forum mondial de l'eau, et également le Forum mondial de l'eau de cette année qu'on a eu à Bali, les bassins ont eu à, disons les organes de bassin ont eu à également faire une déclaration. Et cette déclaration également sera révisitée pour voir comment nous allons aller de l'avant. Nous avons tous constaté...
Jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Après le rappel à Dieu hier à Paris de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, après cette terrible nouvelle, les témoignages fusent de partout, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, est décédé après une courte maladie. Selon ses proches, né en 1965 à Ndioro, Mamadou Moustapha Ba s'était fait remarquer dès son jeune âge par son brillant parcours scolaire après son baccalauréat obtenu au Britannique militaire de Saint-Louis. Il rejoint en 1992 le ministère de l'économie et des finances où il gravit les échelons. En septembre 2022, il devient ministre des Finances et du Budget dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, une nomination faite par le président Macky Sall. Sa carrière entièrement consacrée aux finances publiques laisse l'image d'un grand serviteur de l'État et d'un acteur clé de l'économie du pays. Restons toujours avec le décès de l'ancien ministre du Budget et des Finances. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté hier lundi ses condoléances suite au rappel à Dieu de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. J'apprends avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, a-t-il déclaré sur son compte X. Mais pensez accompagne sa famille et ses proches dans cette épreuve qu'Allah lui fasse miséricorde, ajoute le chef de l'État. Terminons avec l'ancien président Macky Sall qui a exprimé aussi sa profonde tristesse suite au décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Dans une déclaration sur sa page X, Macky Sall a rendu hommage à celui qu'il qualifie d'illustre fils du Sénégal. Je suis très peiné d'apprendre le décès de Moustapha Ba, ancien ministre. Notre pays perd un illustre fils d'une grande probité morale, un cadre émérite aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles, a-t-il déclaré. Macky Sall a salué le parcours de ce grand serviteur de l'État, rappelant ses valeurs et son intégrité qui ont marqué le secteur économique et financier sénégalais. Il a exprimé aussi sa compassion à la famille de Mamadou Moustapha Ba et adressé ses condoléances émues. Avec mes condoléances émues, j'exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée. Puisse Allah lui accorder sa grâce et son paradis, a ajouté Macky Sall dans son hommage. C'était tout pour cette actualité nationale. L'actualité nationale. Les forces de soutien rapide, les parades. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener aujourd'hui en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique du Nord. Les forces de soutien rapide, les paramilitaires qui s'opposent à l'armée soudanaise depuis plus d'un an et demi ont mené une nouvelle tentative pour s'emparer d'El Fasher qu'elle encercle depuis le 10 mai dernier. Ces forces dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti cherchent à contrôler ce lieu stratégique, capitale du Darfour Nord, qui résiste encore. En réponse, l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhan a pour la première fois fait parachuter des militaires au-dessus de la ville encerclée, développement qui signe probablement une nouvelle phase des combats dans cette ville. Quittons l'Afrique du Nord pour le Moyen-Orient. L'armée israélienne a affirmé lundi avoir mené une frappe à Damas sur des cibles du renseignement du Hezbollah pour la Syrie, où le mouvement libano-pro-iranien est fortement implanté. L'Observatoire syrien des droits de l'homme faisant état de 2 morts dans cette attaque. 2 combattants du Hezbollah en guerre ouverte contre Israël depuis le 23 septembre ont été tués et 5 autres blessés
blessés selon l'observatoire basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. D'après l'OSDH, les groupes pro-iraniens sont fortement implantés dans la région de Saïda et Zainab, un important lieu de pèlerinage chiite. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. La Corée du Nord a tiré tôt, mardi 5 novembre, une salve de missiles balistiques à courte portée, a annoncé l'armée sud-coréenne, son deuxième lancement en 5 jours survenant à quelques heures de l'élection présidentielle américaine. Le tir de plusieurs missiles balistiques à courte portée vers les eaux situées à l'est de la péninsule coréenne a été détecté vers 7h30 mardi local, 22h30 GMT lundi, a déclaré l'état-major interarmé sud-coréen. Le tir a également eu lieu quelques heures seulement après que les ministres de la Défense des États-Unis et de la Corée du Sud ont appelé Pyongyang à retirer ses troupes de Russie. Selon Washington, environ 10 000 soldats ont été déployés en vue d'une éventuelle action contre les forces ukrainiennes en guerre face à l'armée russe depuis 2022. Et à présent, parlons sport. Dans cette édition, l'équipe nationale du Sénégal a remporté la finale du tournoi IFOA à U17 en renversant le Mali hier lundi au terrain annexe du stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mené 2-0 en première période, les Lionceaux ont renversé la rencontre en égalisant par 2 partout avant de s'imposer au tir au but à 5-4 contre les Aiglons. Au terme de cette rencontre, le coach des Lionceaux, Pape Ibrahima Faye, se dit satisfait du résultat final. Ses propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Khadija Silla et Moussa Mbaye. Je crois pour tous les amoureux du football, pour tous les gens qui aiment le football offensif, aujourd'hui donc ils ont été vraiment gâtés par la production des deux équipes. Donc c'était un match ouvert. Le Mali n'a pas cherché à fermer le match. Le Sénégal aussi, donc nullement n'a cherché à fermer le match. Donc c'était un match très ouvert. Chacun pouvait gagner donc l'autre. Le Sénégal a eu la chance de revenir, la chance et le mérite quand même, de revenir au score, mené 2-0. Donc si on n'est pas fort mentalement, si on n'est pas organisé aussi, donc on pouvait sortir dans ce match avec peut-être un 3-0 ou bien même un 4-0. L'équipe malienne est une équipe qui joue bien au ballon. Alors généralement, leur style, c'est de provoquer et de s'appuyer sur quelqu'un pour trouver la recherche du 1-2. Malheureusement, nos jeunes ont tardé à réagir en première mi-temps. Celui qui devait sortir sur le porteur de balle, le cadré, ne sortait pas. Alors le premier but c'était comme ça. Si je ne me trompe pas aussi, le deuxième but c'était un cadeau donc, du défenseur. Nous, on demande à nos défenseurs d'essayer de sortir proprement. Aujourd'hui, ce qui nous a surtout manqué, c'est les courses de permutation d'arrière. Donc chaque fois, nous, on demande à nos arrières d'ailes de faire fausse piste et d'aller au milieu. Mais aujourd'hui, surtout le côté gauche, alors celui qui avait le numéro 2, il était toujours sur la ligne de touche. Il n'avalait pas pour attirer l'autre son vis-à-vis son adversaire qui le prenait. Notre excentré aussi ne pouvait pas demander le ballon. Ils étaient tous les deux sur la ligne de touche. Ça nous a beaucoup donc empêché de dérouler nos sorties de balle. Bon, mais voilà, on a corrigé en deuxième période, on a osé. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans la formation. Alors qui dit formation, dit donc les variétés tactiques. Nous aussi, donc, on leur montre beaucoup de situations, beaucoup de systèmes de jeu. Si vous avez vraiment fait une bonne observation, vous voyez qu'on a pris des risques et on a renversé notre 4-3-3. Donc au lieu de mettre les 3 devant, on a mis les 4 devant, on a mis 3 milieux de terrain et 3 défenseurs. Donc ça, c'est prendre des risques et rendre l'équipe plus offensive. Papa Ibrahima Faye, le coach de l'équipe nationale U17, qui exprimait sa satisfaction, a rappelé que ce tournoi de l'IFOA à U17 s'est joué
du 22 octobre au 4 novembre à Thiès. À l'issue de cette phase finale, le directeur exécutif de l'IFOA, Pathé Diagne, a jugé le bilan satisfaisant. Ces propos sont recueillis toujours par nos envoyés spéciaux Khadija Diallo et Moussa Mbaye. Pour tous les amoureux du football, pour tous les gens qui aiment le football offensif aujourd'hui. Pour faire un bilan de cette compétition, je dirais que tout à fait au début, on a eu quelques difficultés avec les résultats des tests IRM. Mais par la grâce de Dieu, avec la CAF, nous avons trouvé une solution pour pouvoir démarrer enfin cette compétition avec un décalage de 2 à 3 jours. Ce qui nous a valu même de jouer la finale un jour de lundi. Une finale qui a été programmée initialement un samedi. Mais on se remet à Dieu et on félicite tous les officiels de la zone, tous les officiels de la Fédération sénégalaise de football, tout le peuple du Sénégal qui nous a soutenus, appuyés depuis le début, à Thiès jusqu'à Diamniadio. C'est une satisfaction. Ce n'était pas évident que le public nous suive à Diamniadio. Quand on a pris la décision de délocaliser la finale, tout le monde n'était pas d'accord. Mais l'histoire nous a donné raison que c'était une bonne occasion d'organiser une belle finale dans ce très beau stade du Sénégal. Le bilan, il est positif pour moi parce que nous avons joué avec 7 équipes, 13 matchs, 13 bons matchs et couronnés d'une très belle finale, avec 2 équipes qui vont nous représenter dignement à la CAN. C'est évident que les 2 équipes, le Mali et le Sénégal, ont montré une qualité de jeu extraordinaire. Et nous sommes satisfaits de ces 2 équipes. Et nous sommes satisfaits aussi du niveau d'organisation dont le comité d'organisation du Sénégal et le comité d'organisation de Wafou ont fait que cette activité soit une réussite dans tous les plans. C'était le bilan que je voulais tirer sur ces 3 semaines même. Aliou, on a dépassé les 2 avec les IRM. Merci. Pour faire un bilan de cette compétition. Et maintenant, suite au dernier développement de l'actualité sportive qui porte la signature de Ibrahima Sarr. Actualité sportive dans le cadre du dernier tour de qualification pour le championnat d'Afrique des Nations. L'équipe nationale locale du Sénégal se prépare à affronter le Libéria. Cette double confrontation est programmée pour le mois de décembre. Les confrontations finales se dérouleront en 2 matchs avec des rencontres programmées pour le mois de décembre 2024. Le premier acte des affrontements aura lieu entre le 20 et le 22 décembre, suivi du match retour entre le 27 et le 29 décembre. Les lions locaux devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour surmonter l'obstacle libérien et décrocher leur place pour la phase finale. Par l'autre chose, fin du suspense pour le podium au tournoi de l'IFOA U17. La petite finale a livré son verdict ce lundi 4 novembre 2024. Elle a été remportée par la Gambie, vainqueur face à la Guinée-Bissau au tir au but après un score de parité dans le temps réglementaire. Les Young Scorpions de la Gambie ont décroché la médaille de bronze du tournoi de l'IFOA U17. Ils ont réussi à venir à bout de l'équipe bissau-guinéenne en se montrant endurant et persévérant. Et pour terminer, la Fédération sénégalaise de basketball a dévoilé lundi la liste des joueurs retenus pour la participation à la fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 qui aura lieu à Dakar du 22 au 24 novembre 2024. Pour rappel, la fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025 concernant la phase aller des rencontres des groupes A, Soudan du Sud, Mali, RD Congo, Mozambique. Et dans le groupe C, Sénégal, Gambie, Cameroun et Rwanda. La phase retour de ces éliminatoires de l'Afrobasket 2025 aura lieu au mois de février 2025. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive dans le...
Pour cette note sportive, mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 5 novembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information à www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et merci donc à Khadija Silla pour les opérations techniques assistées de Elage Sen, Kara, Dani. Et merci de nous suivre. Gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve tout juste après pour le suivi de l'actualité en Wolof.